Cette semaine, en pleine période de canicule, il est sorti un rapport sur les dangers du masculinisme au Sénat, rapport qui était porté par un trio de rapporteurs, on y reviendra peut-être, dont notamment Laurence Rossignol, ancienne ministre chargée des droits des femmes, et également avec des participations assez remarquées, alors des protagonistes que certains de nos auditeurs connaissent peut-être. On pense en particulier à Bérangère Couillard, on pense en particulier à Stéphanie Lamy, et il y avait pas mal de personnes interrogées qui avaient un intérêt. Ce rapport fait 311 pages et je me suis dévoué, je l'ai lu en intégralité, j'ai essayé d'en faire une synthèse que j'ai faite sur le réseau social X et qui a l'air de pas mal vous intéresser. Il y a déjà une bonne vingtaine de milliers de personnes qui ont regardé, partagé ce fil. Et donc je me suis dit que c'était une bonne manière aussi de reconnecter cette actualité, parce qu'on va décortiquer, il y a des choses assez incroyables dans ce rapport, et de le connecter avec ce qu'on publie aux éditions Carmin, notamment le livre de Warren Farrell, parce que quelque part, c'est un match. Voilà, moi je crois que c'est vraiment la rencontre de deux univers, et c'est forcément intéressant. Et pour en discuter, je suis avec mon comparse de toujours, Radu Stoinescu. Comment tu vas, Radu ? Écoute, je sens qu'il va falloir que je te fasse faire un petit traitement là après cette plongée en absurdie. Donc nous allons effectivement décortiquer tout cela ensemble. Je me suis pas dévoué autant que toi, je n'ai pas donné mon cerveau à la science. Je te félicite pour ce sacrifice de tant de neurones et de tant d'heures pour lire cette bouse intersidérale, mais on y arrivera. Donc écoutez, moi ça va, je voulais... Alors avant de plonger dans tout cela... bien sûr, dans ce grand... Peut-être un mot d'actualité. Bien sûr, l'actualité Carmin, et que nous avons lancé le Club Carmin. Ça, c'est au moment où ce podcast sortira, ça sera déjà en cours de fonctionnement. Pour les livres, pour des raisons un peu indépendantes de notre volonté, c'est-à-dire des ayants droit américains, en fait, de Becker, nous sommes un peu en retard sur le calendrier prévisionnel. Ce qui fait que nous allons refaire ce calendrier. Nous avons donc envoyé le premier Becker fin août, début septembre, pour que vraiment les gens l'aient en rentrant de vacances, ce que j'espère aussi éviter des retours pour cause d'absence. Absence, j'espère, nombreuses, parce que j'espère que vous serez beaucoup à prendre un peu le large au mois d'août. Et donc, le premier Becker sortira en début septembre. Et puis le deuxième Becker vous sera envoyé avec le Farrell, dont on parlera aujourd'hui, avec le fameux mythe du pouvoir masculin, qui est vraiment un match avec le rapport des sénatrices qu'a décortiqué Moss. Voilà pour les nouvelles. On a des super bouquins en préparation. On peut vous dire que on va signer 2 Sowell, c'est certain. On attend juste les contrats et pas des moindres des Sowell, mais c'est plus important. Voilà, on a aussi un bouquin qui est une bombe dont on vous parlera en temps utile et qui sera à mon avis prêt pour Noël, janvier. En tout cas, on essaiera d'y travailler. Voilà, il y a plein de choses qui bougent chez Carmin, donc voilà, on est très contents. Encore une fois, on vous remercie pour votre participation enthousiaste à la campagne de cette année, parce que franchement, c'est très... c'est une sécurité sans pareil de pouvoir se dire qu'on a déjà 500 préventes de chaque livre, et que donc on avance un peu en terrain connu du point de vue des chiffres, parce qu'il y a un sacré travail à faire sur chacun des livres, et donc...
si on devait avoir l'angoisse des ventes potentielles, on aurait vraiment un poids supplémentaire dont vous nous avez déchargé. Donc vraiment, on est très content. Vous pouvez toujours maintenant continuer à les précommander. Donc voilà, maintenant c'est à l'unité. Ou bien il y a le pack de luxe qui comprend donc le livre de luxe et toujours les 4 livres de cette année du cycle L'héroïsme et ses coûts pour moins de 200 €. À l'heure actuelle, il y a Illusion de la justice sociale version luxe qui est arrivée. Il y a Orthodoxie de Chesterton en version luxe qui est arrivée aussi. Le visage de Dieu de Scruton, version luxe. Et puis, très très vite, on aura Culture du vide, Zone et châtiment, enfin tout le reste. Voilà. Donc, en tout cas, vous pouvez aussi vous procurer ces nouveaux titres, enfin ces anciens nouveaux titres, en tout cas en version de luxe. Voilà pour les news. Donc, mon cher, tu as donné de ton cerveau à la science. Tu as plongé dans ce marécage conceptuel. Oui, et je crois que ça peut intéresser littéralement tout le monde parce que en fait, on va probablement y passer un peu de temps, mais la définition très très floue du terme masculinisme permet en réalité de toucher à peu près 40% des Français, c'est-à-dire globalement tous les Français qui sont à droite de Emmanuel Macron et de François Bayrou, parce que, et je vous dis ça même sans rigoler en fait, parce qu'il y a un des chiffres qui est repris d'un autre rapport qui dit qu'il y a 22 millions de Français sexistes. Voilà, donc quand je vous dis qu'il y a à peu près 40% de la population qui est concernée, c'est à peu près ça, mathématiquement parlant. Donc pourquoi ce rapport m'intéresse et pourquoi en fait il concerne beaucoup plus de gens que ceux qui pourraient se sentir éventuellement concernés, parce que en fait il n'y a pas tant de gens que ça qui se revendiquent masculinistes. C'est un terme qui est utilisé, j'ai l'impression, principalement comme une attaque, mais qui ne correspond pas à une identification positive. Je connais assez peu de gens qui se revendiquent comme étant des masculinistes, en tout cas aujourd'hui. Peut-être qu'à une époque il y en a eu, mais en tout cas aujourd'hui ça me paraît pas énorme, la quantité de gens. Et peut-être le plus intéressant, c'est que en fait nos camarades du Sénat ont essayé de faire une analyse de ce mouvement et ont réussi à y inclure tout un tas de petites communautés aussi disparates que des incels, des coachs en séduction, des gens qui font du fitness, des gens qui font des crypto-monnaies, des chrétiens conservateurs, la manosphère noire, alors je présume que c'est des conseils peut-être positifs ou d'influenceurs africains, je ne sais pas exactement, des tradwives, les lecteurs, et je présume surtout les lectrices de dark romance. Ah, tiens, les femmes Modin va être content. Ah oui. Et ce qu'ils ont appelé les manfluenceurs. Alors, je n'ai jamais même lu ce terme avant, donc je ne sais même pas d'où ça sort. Voilà. Donc, globalement, si vous avez un quelconque intérêt pour n'importe lequel des thèmes que j'ai évoqués, vous êtes déjà en fait dans la manosphère et dans le masculinisme, etc., sans le savoir. Ce que je trouve très fort, c'est que les chrétiens conservateurs traditionnels sont des masculinistes, en fait. Là, j'avoue que je n'ai pas compris, en fait, d'où ils sortaient. Moi j'ai vu même à partir du moment où tu étais libéral, tu étais masculiniste aussi. Oui. Aussi à partir du moment où d'ailleurs où tu étais pour le capitalisme, tu étais aussi masculiniste. En fait, tout était. Si tu es pour la performance, tu es déjà masculiniste. Oui. Si la compétition est quelque chose de positif, aussi ça a l'air d'être aussi une définition du masculinisme. En fait, il y a tellement de choses tellement contradictoires, enfin pas contradictoires, mais ça brasse tellement large qu'il est impossible en fait de ne pas se sentir à un moment donné accusé de faire partie du camp du mal. Moi, je n'ai pas donné mon corps à la science autant que toi. Là, j'ai regardé, j'ai lu une partie, mais en fait, c'est difficile de lire quelque chose qui n'est pas déjà fait pour être lu, parce que c'est-à-dire quelque chose d'aussi mal écrit et si mal construit, où en fait, moi, ça m'a rappelé, comment dire, beaucoup des livres qu'on édite, c'est-à-dire notamment, ça m'a rappelé déjà beaucoup Max Scheler, les critiques de Max Scheler par rapport au ressentiment, c'est-à-dire qu'en fait, il y a toujours cet aspect,
d'amalgame de beaucoup de textes et d'analyses sans jamais en fait se poser la question de l'accès à la réalité en fait. C'est-à-dire que tout ce rapport-là, et en fait c'est là où il est impossible à lire, c'est qu'en fait on te dit pas, en fait on te cite pléthore de soi-disant de chercheurs, de journalistes, etc. Mais en fait, il n'y a pas une analyse de la réalité, en fait. Il y a un compendium, il y a un pensum énorme de citations de tas de gens qui vont dans la même direction, en fait, mais jamais d'analyse d'une réalité, en fait. Factuel en fait. Là, tout ce qui est factuel, ce sont des chiffres sur les vues que font certains influenceurs, les vues que font certaines vidéos. Ou des sondages. Ou des sondages, mais qui y a sont rien interprétés comme des réalités d'ailleurs, c'est très drôle aussi. Mais il n'y a rien sur, encore une fois, sur le factuel du suicide masculin, du déclassement masculin, enfin du factuel par exemple dont parle Farrell dans son livre sur le mythe du pouvoir masculin, tous les faits qu'il évoque dans The Boys Crisis, il n'y a rien de tel en fait. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a une réalité de la condition masculine? Est-ce qu'il y aurait une réalité spécifique d'une condition masculine ou d'une crise de la masculinité? J'ai vu que c'est balayé en 2 phrases en expliquant que bon, en fait, de tout temps on s'est plaint d'une crise de la masculinité, donc en fait, cela veut dire qu'elle n'existe pas du tout. Donc ça n'existe pas, ouais, c'est ça. Non, mais en fait, c'est comme si tu disais, en fait, de tout temps, on a poursuivi les voleurs, ça veut dire que le vol n'existe pas. Enfin, c'est complètement délirant. Enfin, il peut y avoir des problèmes éternels, par exemple, d'accord ? Il peut y avoir des problèmes qui se posent tout le temps, tous les jours. Je sais pas, moi, par exemple, le vol, le crime. Ben oui, on a toujours poursuivi les voleurs. Est-ce que pour autant, ça veut dire que le vol n'existe pas ? Au contraire, si on a toujours poursuivi les voleurs, c'est peut-être parce que c'est un problème récurrent. Donc, enfin, c'est le niveau de démonstration me paraît mais véritablement catastrophique, en fait. C'est ça. Enfin, si on parle de démonstration, en fait. Oui, mais c'est cohérent avec plusieurs des aspects que moi j'ai soulignés à la fois dans le fil que j'ai fait et puis même dans ma lecture. C'est-à-dire qu'il y a des tas de démonstrations où littéralement on utilise une chose et son exact contraire à 2 paragraphes d'écart, et on part du principe que on peut mener très bien une démonstration avec comme preuve que, par exemple, alors on va être concret. On te dit à certains moments, les hommes masculinistes ou je sais pas quoi se plaignent que le féminisme est trop puissant aujourd'hui, alors que le féminisme n'a jamais été aussi menacé, etc. Et littéralement 2 paragraphes après, on te fait intervenir quelqu'un qui dit « Ah non, mais le féminisme n'a jamais été aussi puissant qu'aujourd'hui, et d'ailleurs nous avons un véritable féminisme d'État, et c'est pour ça que les hommes ne sont pas très contents. » Et tu dis mais en fait tu peux pas dire à la fois que c'est vrai et c'est faux à 2 paragraphes d'écart. La preuve que si, ils peuvent, tu vois, regarde. Donc à partir d'ailleurs justement du n'importe quoi, on peut en déduire n'importe qui, enfin comme disait l'autre. C'est en faisant n'importe quoi qu'on devient n'importe qui. Là, j'ai l'impression qu'en déclarant n'importe quoi, qu'ils peuvent attraper n'importe qui. En fait, c'est ça ce qui se passe en fait. Si je résume. Moi, oui, il y a un peu de ça. Alors je trouve qu'ils sont très créatifs sur le vocabulaire. Moi, typiquement, alors j'ai trouvé génial. Il y a un moment, je me suis amusé moi-même en lisant, je le confesse, parce que on te dit. L'un des premiers constats qui s'impose lorsque l'on cherche à appréhender les mouvements masculinistes actuels est leur extrême hétérogénéité. Et t'es là, tu dis, bon, normalement, en tant que chercheur, si ce que tu observes d'un concept que tu es en train d'élaborer, c'est qu'en fait, il recouvre un espèce de bazar avec plein de trucs différents, c'est peut-être que ton concept est soit pas très bien défini, soit qui correspond pas à une réalité trop large, si tangible, il est trop large. Si tangible que ça, soit que t'es trop large, soit... Bon, bref. Et eux, constatant ça, du coup, au lieu de dire... Ah, mais peut-être que quand même, on essaye de faire un truc qui correspond pas exactement à une réalité, ont inventé un espèce de concept presque complotiste qui consiste à attribuer
au mouvement masculiniste très hétérogène la volonté de proposer ce qu'ils ont appelé un bar à salade idéologique pour que, en gros, il y ait des saveurs différentes et que les gens choisissent, etc. Alors qu'en fait, c'est juste, c'est des gens qui se parlent pas entre eux. De toute façon, pour être tout à fait franc, j'avoue, moi, je vois pas très bien ce qu'un lecteur de dark romance qui lit en gros des livres érotiques et un chrétien conservateur traditionnaliste auraient à se raconter entre eux, et je vois pas très bien comment les deux pourraient être en train de travailler de concert au même plan en fait. Cette partie-là m'a complètement échappé, en tout cas si c'est le cas. Et d'ailleurs les lecteurs, c'est pas plutôt des lectrices là, de dark romance d'après ton enquête? Si, c'est beaucoup des lectrices, hein. Ouais, c'est un bon 80-90% de lectrices mais c'est pareil. Mais elles sont victimes du masculinisme déjà. Ou elles ont un masculinisme intégré. D'accord, c'est quoi? C'est ça. Je pense que c'est ça. De la même manière qu'on te parle beaucoup des pick-me et des tradwives. C'est d'autres, on va dire, figures caricaturales qui déplaisent fondamentalement aux féministes. Alors les pick-me parce qu'en gros elles essayent de séduire les hommes. C'est un crime quasiment impardonnable. Et puis les tradwives parce que elles essayent d'en revenir à une forme de tradition. Alors voilà, donc elles, je présume qu'elles plaisent effectivement aux hommes chrétiens conservateurs. Enfin voilà, donc il y a toute une sorte d'écosystème avec des mauvais points qui sont attribués à ce qui a été qualifié, j'ai trouvé cette formule assez incroyable, d'intersectionnalité des haines. Parce que nous en sommes là en fait, tu vois, on n'en est même plus au stade où enfin en gros le fondement théorique c'est que les progressistes sont à l'intersectionnalité du bien, tu vois, et les autres sont à l'intersectionnalité des haines. Donc en fait le masculinisme est un marchepied vers l'ultra-droite et le racisme et la xénophobie et l'antisémitisme et je sais pas quoi. Bref, ils ont construit tout un truc et j'avoue que c'est là où je pense que ça devrait nous intéresser tous. Les gens qui sont un peu à droite de Macron par exemple, parce que en réalité quand tu prends ce document là, tu peux réintégrer dans la catégorie masculinisme et appliquer certaines des répressions qui ont été spécialement prévues à cet effet, et je vais vais pas le dire tout de suite, mais on pourra le détailler un peu plus loin, mais je peux vous dire qu'en termes de répression, ce qui est prévu est assez musclé, et quand tu es à peu près 1 an d'une élection présidentielle et que tu peux disqualifier à peu près n'importe quelle personne qui donnerait un avis proche de Éric Ciotti, le RN, Zemmour, voire même Bruno Retailleau, je trouve que le pouvoir politique qui est derrière ce rapport est inquiétant, et qu'il y a quelque chose à cogiter parce que ça peut déborder assez loin. Voilà. Ce que tu veux dire, c'est qu'en fait, là, ils essayent de créer des outils législatifs qui seraient utilisés pour n'importe quoi, en fait, tellement ils sont larges, en fait, dans leur application possible et dans leur vagueness, dans l'aspect vague de la définition, qu'en fait, n'importe qui pourrait être taxé par association de crimes masculinistes, de délits masculinistes, mis à l'index, mis à l'amende. Même si tu promeus la compétition, si tu promeus le libéralisme, si tu édites du Thomas Sowell, là tout à coup, voilà, tu fais le jeu de la sphère masculine, c'est ça? C'est totalement ça, ça, et donc en fait, ce qui est, je pense, la plus grande arnaque de ce rapport et de pas mal d'autres rapports qui sont un peu sur ces thématiques-là, c'est ce que moi j'appelle l'arnaque du continuum. C'est-à-dire qu'on te présente des propos qui sont soit des opinions, soit des mauvaises blagues, soit des trucs anodins. On te présente des violences réelles et ou des attentats ou des choses comme ça. Et on t'explique que c'est un tapis roulant qui mène directement du premier au second, et que si 22 millions de Français sont dans la première case,
il va y avoir très rapidement 22 millions de Français dans la seconde case qui vont commettre des actes de violence inouïs, etc. Et ce truc-là, c'est vraiment l'arnaque derrière ce genre de rapport. Parce qu'en fait, pour information, quand même, le niveau de répression qui est envisagé, notamment en termes de sécurité intérieure et tout ça, est calqué sur le djihadisme. Je suis obligé de le dire parce que ça me paraît délirant. C'est-à-dire qu'au cours des 10 dernières années en France, on a un attentat incel au couteau qui aurait été déjoué à Saint-Étienne il y a 1 an et demi à peu près, et une attaque, un meurtre conjugal qui est considéré comme ayant une base incel qui a eu lieu il y a à peu près 5 ans. Oui, c'est ça C'est ça, ouais. C'est ça qui s'est passé au cours des 10 dernières années de factuellement mesurable. Mais sous prétexte qu'il existe à l'étranger, notamment au Canada, et ces précédents que je viens de citer, on t'explique que du coup, il est justifié d'appliquer un niveau de surveillance, un niveau de répression qui correspondent au djihadisme, parce que ce serait sur le même plan l'un et l'autre. Et quand on élargit du coup la définition du masculinisme pour agglomérer tout et n'importe quoi, ce qu'on fait en réalité, c'est qu'on s'autorise de manière avec une très bonne conscience, on s'autorise à faire un niveau de surveillance et de répression sur, en réalité, une part très significative de la population sous couvert de lutte contre d'éventuelles dérives. De prévention. Moi, en fait, c'est sur de continuum, tu vois, cette arnaque, je dirais que il suffirait d'appliquer une règle de symétrie, comme dirait le sociologue Bruno Latour. Il faudrait faire un peu de règles symétriques. Si on appliquait cette règle du continuum au féminisme, parce que finalement c'est d'elle qu'on parle, en fait ça voudrait dire que toutes les féministes mènent à Valérie Solanas. Si on appliquait la règle du continuum, alors je vais éclairer la lanterne pour ceux qui auraient la chance de ne pas connaître Valérie Solanas. Alors Valérie Solanas était une féministe des années 60-70 qui est devenue célèbre à la suite de 2 choses: la rédaction d'un texte qui s'appelle le Scum Manifesto et sa tentative d'assassinat sur une figure plus connue qu'elle, qui était Andy Warhol. Alors Andy Warhol, je pense que vous le connaissez, c'était un artiste new-yorkais, et elle, c'était une pauvre fille qui avait aussi un péripatéticienne à ses heures, et qui, dans son Scum Manifesto, Scum, c'était un acronyme qui voulait dire Society for Cutting Up Men, c'est-à-dire l'organisation pour émasculer les hommes. Une des traductions possibles, c'était celle-là. Et bref, c'était une apologie, littéralement, de la castration des hommes, et un texte, faut dire ce qui est, paranoïaque, parce qu'il y a des cliniciens qui considèrent qu'elle était paranoïaque, cette pauvre Valérie Solanas, qui donc est passée à l'acte, a essayé de tuer Warhol, et elle n'y est pas arrivée, mais il avait eu quand même beaucoup de séquelles à cause de cet attentat, parce qu'il lui a tiré dessus. Donc on a affaire, si vous voulez, là à une femme qui fait la même chose qu'un Elliot Rogers. En fait, bon, elle n'arrive pas à tuer Warhol, mais c'est pas faute d'avoir essayé. Et elle, c'est quand même une égérie d'un certain féminisme plus ou moins radical. Et si on appliquait la règle du continuum, on pourrait aussi dire que tout le féminisme mène à Valérie Solanas. D'accord ? On commence par critiquer les hommes, et on les pousse au suicide, et puis peut-être on finit par les tuer. Pourquoi ne pas appliquer la règle du continuum au féminisme lui-même, en fait? Et bon, donc ça c'est... Je crois que le continuum, pour que ce soit clair, ne s'applique ni au féminisme, ni au masculinisme, ni d'ailleurs à rien du tout. Il n'y a pas de continuum entre des influences... Enfin,
il peut avoir une histoire personnelle qui évolue, qui tombe de Caraïbes dans Scylla, si on peut dire. En tout cas, il peut avoir des histoires personnelles, effectivement, de personnes qui s'enfoncent dans différents délires, alors grâce aux moyens modernes, algorithmiques ou que sais-je, mais on n'avait pas besoin de ça dans les années 60-70 pour s'enfoncer dans différents tunnels idéologiques. Donc, on peut, je veux dire, l'usage des réseaux sociaux, tout le monde crache sur les moyens comme si les moyens étaient responsables de quoi que ce soit. Je veux dire, l'exposition à des contenus fait aussi que tu peux être exposé à des tas d'autres contenus aussi, et contradictoires, etc. Donc, moi, je suis un libéral sur ce point-là. Je veux dire, plus on discute et plus on est exposé à des contenus, et plus, en fin de compte, on peut faire la part des choses, parce que justement, plus il y a des opinions contradictoires sur les sujets, et mieux, finalement, l'individu peut se forger, finalement, une opinion, en tout cas, sinon équilibrée, ou en tout cas une opinion un peu plus nuancée. Et donc, pour moi, le continuum, on rentre dans une théorie vraiment anthropologique, c'est-à-dire que ça, de toute façon, on en a déjà parlé. Enfin, moi, ce qui m'efface, c'est que beaucoup de personnes, notamment les politiciens, parlent des masses médias comme s'il s'agissait véritablement de moyens, si vous voulez, d'envoûtement ou de désenvoûtement, en fait. Il n'y a jamais de liberté personnelle, les individus ne peuvent jamais avoir de distance critique par rapport à leur contenu, il n'existe pas de distinction entre propagande et représentation tout simplement artistique, par exemple, où il n'y a plus de distance, justement. En tout cas, ce genre de rapport traite les contenus qu'un individu regarde, écoute, etc., comme s'ils étaient véritablement des sortes de potions ou des sortes de sorts que l'on jetterait littéralement aux individus, face auxquels ils seraient forcément démunis par définition. Ils n'auraient aucun recul, aucun moyen de remettre en question, ce qui est totalement délirant. Cette prémisse-là, en fait, elle est totalement débile, en fait. Comme si, et alors, tu n'es pas allé jusqu'au bout du rapport. Non. Mais tu as raté un grand moment. Alors ça, je l'ai pas trop dit sur X. Je t'avoue que j'avais déjà un fil qui était relativement long. Mais en fait, si tu vas quasiment à la toute fin, alors je vais essayer de retrouver le passage exact pour vous en faire une lecture. En réalité, on t'explique que ce qu'il faut faire, c'est mettre en place des nouvelles fictions qui parleraient aux jeunes. Et en gros, il faut faire une sorte d'envoûtement à l'envers. Tu vois, on va créer nos propres histoires et on va faire en sorte que les gens soient convaincus de trucs dont on sait que c'est des mensonges, mais au moins c'est nous qui contrôlons les mensonges. Ah voilà, j'ai retrouvé. Ça se trouve en page 259 et suivante. Pauline Gontier, romancière et autrice du roman dystopique Parthenia, a ainsi déclaré devant la délégation que participer à l'élaboration de fiction alternative est une manière de combattre les clichés réactionnaires véhiculés par les mouvements masculinistes. Et on t'en parle un peu plus loin, on te dit on n'abandonne pas une idéologie qui comble un vide tant que ce vide n'est pas comblé autrement. Il faut donc renforcer les accompagnements psychologiques pour éviter que le développement personnel masculiniste ne cannibalise ce besoin. Non, d'accord, donc en fait, voilà, non mais oui, je comprends, oui, non mais c'est toujours cet aspect, on va rééduquer les masses jusqu'à ce qu'elles crèvent, en fait, c'est cet aspect, en fait, on traite toujours les individus comme des débilos, qu'il n'y avait pas un choix libre et conscient de consommer tel contenu, c'était forcément, on doit d'ailleurs le gaver, parce que c'est ça qui est intéressant, on doit le gaver de notre contenu, en fait. C'est ça. Et la véracité du contenu n'importe pas, en fait. Tu sais, genre, les gens, ils lisent des trucs qui sont complètement faux, mais en fait, ça leur va très bien. Tu vois, ils sont là, ils font ah ouais, ça a l'air vraiment intéressant. Tiens, je vais vraiment y croire très fort. Mais non mais surtout que, en fait, c'est-à-dire que t'as pas, comment dire, ok, mais c'est déjà ce qui est délirant, c'est ok, quelqu'un qui achète de la dark romance ou qui achète un roman ou qui achète n'importe quoi, ok, c'est un choix. Alors, je vais oser ce terme-là, c'est un choix libre. Et d'accord, il a envie quelqu'un qui clique sur une vidéo, c'est peut-être qu'il
il a lui-même un certain besoin d'apprendre certaines choses sur certains sujets, point barre. Donc, tout ce que tu peux faire, si tu crées d'autres contenus, c'est de les proposer. Mais en fait, tu peux pas forcer les gens à cliquer dessus, comme tu peux pas les forcer à acheter ta fiction alternative. Et d'ailleurs, ça me fait doucement rire. Tu sais, c'est le fameux truc Go Woke, Go Broke. Je veux dire, il y en a qui ont essayé ce qu'ils proposent là. Il y en a qui ont essayé. Ça s'appelle Disney aux USA. Et il y en a d'autres. Tous ceux qui ont essayé soi-disant de proposer des fictions alternatives, on sait très bien que ça a donné vraiment certains fiascos financiers et qui continuent. Ils essayent. Ils ont tous à peu près maintenant laissé tomber. Si j'ai bien compris, j'ai pas tout à fait suivi tous les dossiers, mais j'ai l'impression qu'ils ont à peu près laissé tomber. Parce que tout simplement, le client, au bout d'un moment, ils se rendent compte, ils reviennent à la base capitaliste. Ah mince, il faut quand même que quelqu'un ait envie d'acheter ce truc. Et donc tu peux pas les forcer, même si le machin. Alors forcément, là, on a affaire à des gens qui vivent uniquement des subventions, donc de notre argent, donc qui vont tout ce qu'ils demandent, c'est grosso modo aidez-nous à produire de la propagande avec les sous du contribuable, parce qu'on va mieux le rééduquer en fait. Mais quand même. Alors, tu crois pas si bien dire sur la partie propagande, mais encore une fois, et la partie sous. Mais ça, on va y revenir un peu plus loin, parce que il y a des demandes concrètes qui ont été formulées et je veux pas tout divulgacher d'un coup. Vas-y, pourquoi mais n'oublie pas une chose, c'est que quelque part, l'État a le monopole de la propagande légitime. C'est une formule que je viens d'inventer et je la trouve assez fine, pour être tout à fait franc. Mais tout ça pour dire que nos amis féministes comptent en réalité sur le bras armé de la propagande nationale, l'éducation nationale. Et elles ont une super idée qui est détaillée quelque part au milieu de tout ce rapport, qui est d'utiliser les VARS comme étant un travail de préparation des esprits pour justement toute la propagande qu'elles doivent écouler par la suite. Et j'ai relevé avec une certaine gourmandise la question des moyens qui a été posée pour les VARS, parce que donc là pour l'instant on demande aux enseignants de donner quelques heures de cours, mais visiblement d'une part il y a des enseignants qui sont réticents. D'autre part, il y a des tas d'endroits où ça se fait finalement pas, parce que probablement que les parents sont un petit peu opposés. Mais on te présente ça, alors c'est très drôle d'ailleurs, hein. On te dit à la fois que c'est un succès fantastique et que 90% des parents sont contents, et en même temps on te dit qu'il faut absolument faire quelque chose pour renforcer et mettre des obligations légales pour que les parents ne puissent pas refuser ou je sais pas quoi, tu vois. C'est quand même très amusant. Et on te dit à un moment donné, une certaine Hélène Roger, qui est en charge de SIDAction. On ne sait pas très bien quel est d'ailleurs son rapport avec l'éducation nationale, pour être tout à fait honnête, mais enfin, pourquoi pas. Nous dit qu'il faut absolument créer une ligne budgétaire nationale dédiée à l'EVARS, qui doit se traduire par l'inscription dans le projet de loi de finances d'une enveloppe spécifique de 622 millions d'euros, soit 52 euros par élève et par an. Alors, 622 millions... Je n'ai pas fait le calcul, mais je pense qu'on peut équiper un sacré paquet de salles de classe avec des climatiseurs toute option. Fasciste. Moi, j'ai trouvé ça fascinant de voir qu'il fallait rajouter... Enfin, elle te parle au calme, comme ça, d'un ajout de à peu près 2/3 de milliard d'euros. Tu sais, une paille, quoi. Ah mais non, mais c'est l'éducation à la vie émotionnelle et sexuelle, tu vois. Non mais enfin bon, non mais ça il faut vraiment déscolariser l'école, comme disait l'autre, mais Ivan Illich pour ceux qui n'auraient pas la référence. Mais non, c'est vraiment déscolariser la société, pardon, pas l'école, déscolariser la société dans son ensemble. Mais ça c'est vraiment, je trouve que non mais ça c'est du délire en barre, mais c'est encore une fois encore une atteinte à la liberté fondamentale de chacun, à la liberté des parents d'éduquer leurs enfants, le fait qu'on se substitue
aux parents pour éduquer les enfants. Enfin, tu avais déjà fait une vidéo d'ailleurs sur les VARS où tu expliquais que de toute façon la famille hétérosexuelle était déjà un nid à sexisme et qu'il fallait que c'était un frein à les VARS justement. Donc là c'était écrit noir sur blanc dans le rapport sur les VARS que tu avais décortiqué dans une de tes vidéos sur ta chaîne. Bon là on est dans la même lignée quand même, c'est-à-dire en fait, toujours augmenter la censure, augmenter la préemption des décisions qui sont prises normalement par les individus et par les parents, spécifiquement par rapport à leurs enfants. Donc, préempter leurs décisions et les prendre à leur place, en fait, et se substituer aux parents au lieu de s'occuper de transmettre l'éducation des bases, les maths, le français, les trucs apparemment qui sont en chute libre, qui s'effondrent de plus en plus. Mais non, il faut par contre, bien sûr, prévenir les inclinations virilistes et masculinistes. Bon, c'est ça l'urgence. Moi, j'aimerais qu'on revienne, alors, bon, qu'on donne un peu quelques bases alors réelles à ceux qui nous écoutent peut-être ou qui n'auraient pas les références quand même, parce qu'on ne serait-ce que revenir sur le mot sur le mot virilité, virilisme, parce que ça serait pas mal de juste rappeler quand même l'histoire du mot, parce que bon, c'est un mot qui est en lien avec le pseudonyme donc que tu as adopté sur YouTube depuis de nombreuses d'années, c'est-à-dire avec le Mos Maiorum. Donc peut-être que tu ferais, je ferai peut-être la présentation justement du Mos Maiorum, parce que justement le Mos Maiorum, c'est-à-dire les mœurs des ancêtres, sont justement liées à la conception de ce que c'est que la virilité. Et la virilité, en fait, c'est l'humanité idéale, c'est même pas d'ailleurs quelque chose qui est lié au sexe masculin, c'est l'excellence humaine en fait, d'accord, pour les latins. La virilité, c'était l'excellence humaine. Et d'ailleurs de virilité est dérivé le mot virtus, de vir. Il y a virtus qui sont les vertus. Donc en fait, les vertus ne sont que des spécificités de l'excellence, c'est ça en fait. L'excellence humaine, c'est la virilité. C'est cela le sens premier, en fait. Et cette excellence humaine pouvait d'ailleurs se décliner sous la forme justement des mœurs des ancêtres, c'est-à-dire le Mos Maiorum. C'est Mos, voulant dire donc les grands, et donc dans ces mœurs, donc c'est toute une liste. C'est toute la liste des vertus romaines par excellence. Alors bon, on a bien sûr dans les vertus romaines, avant tout, on a quoi ? On a la piété, alors au sens le plus déconnecté de ce qu'on a... Enfin, pas tout à fait la piété, ça veut dire la révérence envers l'autorité, d'accord ? Et envers une autorité généralement ancienne. Avoir de la piété, c'est ce que fait un pratiquant du judo quand il s'incline devant son maître. C'est une marque de piété, d'accord ? La piété chez les anciens, c'était d'abord le fait d'honorer justement des gens d'avant qui avaient justement éventuellement déjà atteint l'excellence. Alors dans les maisons romaines, vous n'êtes pas censé le savoir, mais dans les maisons romaines, il y avait, quand on entrait dans la maison d'un patricien, dans le vestibule, je crois, il y avait sur les murs, il y avait les masques mortuaires des ancêtres, en fait. D'accord ? Donc là, la pratique des masques mortuaires, peut-être que ça vous parle. En fait, voilà, on faisait un moulage du visage du mort, et donc ces visages étaient accrochés sur les murs à l'entrée de la maison d'un patricien romain pour lui rappeler justement le visage, encore une fois, c'est là où il y a l'individualité de la liberté. On vous renvoie vers Scruton, mais justement le visage, c'est dans le visage que s'incarnait justement la singularité de cette excellence. Et donc les ancêtres étaient là dans la maison du vivant pour lui rappeler des modèles de ce qu'il pourrait et ce qu'il devrait devenir. C'est ça que donc la piété était le rapport à cet ancêtre et cette donc bien sûr il y a une fidélité aussi à ses ancêtres. Donc il y a la piété et la fidélité, ça va ensemble en fait, d'accord, parce que il s'agit de reprendre en quelque sorte le projet d'être excellent comme ses ancêtres. C'était ça. En fait, la nouvelle génération devait reprendre
le projet, avec cette idée que les nouveaux arrivants sont généralement pires que les anciens, avec cette idée que l'âge d'or est quelque chose qui est révolu, et donc nous, les derniers arrivés, on doit essayer de se hisser à la hauteur des grandeurs du passé. C'était une vision totalement à rebours de celle qu'on a aujourd'hui, selon laquelle les nouvelles générations, c'est les plus malignes de l'histoire, les anciens, alors que les anciens auraient été des imbéciles finis. Non, au contraire, pour un Romain pieux, justement, non, il devait au contraire se dire, ah mince, moi j'arrive un peu tard dans l'histoire, il y a eu des tas de choses grandioses qui ont été faites avant moi, et moi je vais peut-être essayer de refaire un tant soit peu comme mes ancêtres. Alors bien sûr, il y a le fameux religio, donc il y a fidélité, piété, religion et culte, c'est-à-dire que il y a cet aspect. Alors religio, on comprend aussi souvent mal ce que ça veut dire chez les Romains, surtout à cause du christianisme qui est passé par-dessus, mais en fait ça veut surtout dire l'inverse de la négligence. Être religieux pour un Romain, en fait on a la racine, les religio, negligio, c'est le fait de s'appliquer, en fait, d'accord. On pourrait dire quelqu'un de religieux, c'est quelqu'un qui s'applique, d'accord, qui est consciencieux, d'accord. Et alors bien sûr, on s'applique à rendre un culte, bien sûr aussi, on peut s'appliquer parce que bien sûr un culte, tu le fais pas sans être concentré sur ce que tu fais, point barre. Surtout que surtout les cultes romains, ça impliquait des sacrifices sanglants, okay, point barre. Donc tu t'appliques quoi quand tu découpes un poulet, quand tu découpes un taureau, enfin quand tu fais, c'est pas n'importe comment. Donc ça c'est tu t'appliques. Donc je récapitule: fidélité, piété, religion, discipline. Alors bien sûr la discipline c'est très important. Alors la discipline, tiens, on peut le voir comme une façon de se contraindre, de se contraindre à faire ce qui est bien, même si on n'a pas envie. Bon, ça, je pense que tout le monde comprend ça, la discipline. La constance ou la gravitas, d'accord, en fait, c'est-à-dire c'est le fait d'être constant, d'avoir ça va avec le fait que quand on dit quelque chose, on garde parole, en fait, d'accord. Donc c'est l'aspect, c'est les paroles d'un homme digne ne s'envolent pas, quoi. Il y a une constance. Il a dit quelque chose, il tient parole. Donc bien sûr qu'il y a une unité, en fait. On peut pas tenir parole si on n'est pas discipliné, si on n'est pas pieux, si on n'est pas consciencieux. Il y a toute une unité des vertus, en fait. Ça c'est voilà. Et donc bien sûr quand on a toutes ces vertus, on a la dignitas, en fait, d'accord. Donc on a la dignité et l'autorité qui va avec. Tout le monde n'atteint pas la dignitas, en fait, mais c'est grâce à ce travail sur soi, on peut avoir accès à des postes justement pour le bien public, en fait, qui sont confiés à des gens qui montrent qu'ils sont par eux-mêmes disciplinés, justement, qui sont constants, qui sont fidèles, qui sont pieux. Tout ça, c'est une unité. Donc c'est très très c'est compétitif. Il y a une émulation pour atteindre ces excellences, mais c'est ça la virtus, d'accord. La virilité, c'est quand même le résumé de tout cela. Dans l'idéal, c'est ça. C'est pas simplement d'aller à la salle. Aller à la salle, c'est peut-être une façon de montrer que l'on a de la discipline, qu'on a une certaine maîtrise sur son corps, mais c'est une partie de la virilité, en fait, des anciens. Voilà, je finis là un petit peu mon cours. Bon, on pourrait développer un peu plus sur l'autorité aussi qui va avec la dignité, mais bon, on s'arrête là. C'est ça le mos maiorum. Bon, donc, mais est-ce que je donc il est pas mal ce pseudo finalement. Il est très bien, il est très bien. Ce que je trouve comique, c'est qu'en fait, ce rapport, sans bien sûr de faire référence à l'étymologie, à l'histoire derrière le mot virilité, mais quand même, j'ai l'impression qu'il veut miner, en fait, tous les mœurs des ancêtres, en fait. Tous les mœurs des ancêtres sont mauvais, en fait, du point de vue de ce rapport, j'ai l'impression. Si la liberté est mauvaise, la compétitivité est mauvaise,
le fait de faire du sport, c'est mauvais. Le fait qu'il y ait une hiérarchie, c'est mauvais. Oui, ça on te le dit très explicitement que la hiérarchie c'est mauvais. Donc, même le fait de s'intéresser à l'économie, à la finance, à n'importe quoi en fait. Le fait d'être carriériste c'est mauvais. Enfin, tu les écoutes, globalement tout est mauvais. Hein. D'accord. Donc oui, rechercher l'excellence c'est mauvais. Donc c'est sans détailler la virilité dans leur rapport finalement. Et d'ailleurs ça fait partie des choses que je trouve intéressantes, c'est qu'on te dit on va proposer une fiction alternative qui va faire... tu sais, c'est un peu un appât pour attirer tous les gogos. C'est un peu l'impression que ça donne. Mais en fait, et c'est là où on va peut-être rejoindre Scheller par une porte inattendue. Moi, je vois pas très bien comment on peut proposer aux gens quelque chose qui les attire quand il n'y a aucun rôle positif qui leur est associé. Et là, ce que je vois, c'est qu'en fait, la seule chose qu'on suggère, c'est en gros de la déconstruction, en fait. C'est déconstruisez-vous, ça fera de vous des hommes bien. Et c'est tout, en fait. Il n'y a pas de valeur positive qui est proposée, en fait. Alors, moi, je pensais que ça allait faire le lien plutôt avec Becker. Moi, j'ai beaucoup Becker en tête, avec notamment le premier livre qu'on va vous envoyer à la rentrée. En fait, ce que je pense que la fiction... Donc, la fiction est liée au fait d'être un héros, d'accord ? La fiction, c'est quand même... le héros, l'intrigue, les épreuves que traverse un héros, c'est quand même la base d'une fiction qui marche, d'accord ? Et je crois que, tu vois, moi j'ai beaucoup réfléchi à ce qui s'est passé, tu vois, il y a une dizaine d'années autour de la trilogie Star Wars qui était sortie, tu sais, il y a une dizaine d'années, avec... avec cette Mary Sue là, qui sortait de nulle part, la nouvelle, la petite fille de Palpatine qui sortait de nulle part. Enfin, je crois pas. Tu vois cette histoire de elle qui. Oh, ça me dit vaguement quelque chose, mais je t'avoue la super héroïne qui savait tout ouais. mais qui avait pas fait d'entraînement et qui était devenue super puissante, mais qui se battait avec les maîtres Sith alors qu'elle avait jamais rien fait de sa vie. Enfin bref. Et t'avais aussi le fameux épisode où Luke Skywalker il jette elle vient le voir et elle lui donne le sabre laser et lui il jette le sabre. C'est très connu la séquence où bon, et il y a eu toute cette et donc bon, qu'est-ce qui se passe avec la fiction? Je pense que bien sûr que on ne peut pas proposer des fictions intéressantes qui ne suivent pas des patterns connus depuis des millénaires, c'est-à-dire l'histoire d'un héros qui surmonte des dangers, des épreuves, et qui finit par triompher, et qui donc déclenche aussi bien une émulation chez le spectateur, et bien sûr une joie, ne serait-ce que de le voir réussir ses épreuves, etc. Bien sûr, si c'est un héros auquel on s'attache parce qu'il a des qualités morales par ailleurs. Donc, je crois qu'on ne sortira jamais de ce modèle-là, parce que, c'est-à-dire on ne sortira pas d'une façon spontanée. Spontanément, tout le monde aimera toujours ce genre de choses. On aimera des histoires héroïques avec un héros tel que je l'ai décrit, quoi qu'on veuille promouvoir des anti-héros dans la littérature ou ailleurs. On peut essayer de faire des livres là-dessus, mais ils n'auront pas le succès des livres héroïques, point barre, en fait, d'accord ? Tu peux faire des livres avec des anti-héros, ils se vendront pas comme les Trois Mousquetaires. Les Trois Mousquetaires se vendront toujours dans 30 ans, dans 50 ans, dans 100 ans, et on les lira toujours avec autant d'avidité, et tous les livres qui ont les romans avec des anti-héros aujourd'hui, qui peuvent être promus, ils peuvent même être écrits par quelqu'un d'aussi sympathique comme Patrice Jean. Je suis désolé, une fiction de Patrice Jean ne sera pas aussi intéressante que les Trois Mousquetaires dans 10 ans. Et pourquoi elle ne sera pas aussi intéressante ? Mais parce que son anti-héros n'est pas intéressant. Point. Et pourquoi il n'est pas intéressant ? Mais parce que c'est un anti-héros, justement. Parce qu'en fait, il ne nous explique pas comment il dépasse des problèmes, en fait. Et donc, parce qu'en fait, c'est facile de ne rien faire. Donc, en fait, un anti-héros, c'est facile d'être un anti-héros, donc c'est pas intéressant. En fait, il peut avoir des pensées très profondes, l'anti-héros, mais il va pas nous... finalement, on se dit, en fait, c'est facile d'être un anti-héros. Il n'y a pas de raison de lire un livre pour être un anti-héros, en fait. Quand on lit un livre, quand on regarde un film, si on est transporté par l'histoire, c'est parce que il y a une part de... Parce qu'on vit à travers le héros ce qui lui arrive,
Et si on veut vivre à travers le héros ce qui lui arrive, c'est parce qu'il lui arrive quelque chose déjà. Donc il lui arrive des péripéties. À un anti-héros, il lui arrive pas grand-chose. Bon, donc voilà. Donc je pense que naturellement, les histoires qui marchent seront toujours de ce type-là. Par contre, alors toute cette industrie qui a essayé de proposer des fictions alternatives, comme ils disent, bon, pour essayer même de casser d'ailleurs justement le récit héroïque, parce que c'est ce qu'a fait la trilogie Star Wars d'il y a une dizaine d'années. Ils ont essayé de dire que n'importe qui pouvait être un héros et donc de battre en brèche. Donc, mais en fin de compte, ils occupent juste le terrain. Les gens s'y intéressent un petit peu et puis s'en détournent en fait, et puis ils vont revoir des vieux films. Parce qu'en fin de compte, moi je pense que c'est juste une sorte d'occuper le terrain en fait. C'est comme avec la fiction qu'ils proposent, c'est comme les livres. Mais en fait, ils occupent juste le terrain. Ils vont écrire le énième livre avec un migrant ou je sais pas quoi. Ils vont écrire le énième livre pleurnicheur, gênard, qui déconstruit des stéréotypes et que sais-je. Mais enfin, et ils croient que ça, ils espèrent que ça résonne avec quelqu'un en fait. Mais ça résonne avec personne en fait. Ça résonne avec personne parce que, et ça, je veux dire, moi je pense que vous connaissez sans doute le livre de Campbell, Le héros aux mille visages. Il y a quand même des travaux très sérieux qui ont expliqué qu'il existe un métamythe, qu'il existe un mythe primordial, en fait, qu'il existe des histoires primordiales et que toutes les histoires un peu que les hommes peuvent se raconter ressemblent plus ou moins de près et de loin à ce mythe primordial. Et qu'on trouve déjà dans la première épopée humaine connue, l'épopée de Gilgamesh, c'est déjà, il y a déjà tout dans Gilgamesh, la même chose qu'il y aura dans Star Wars en fait. Donc voilà, moi je pense qu'il y a toute une histoire ils veulent juste occuper le terrain, c'est juste une histoire de moyens momentanés d'ailleurs, parce qu'ils ont des sous, parce qu'il y a des subventions, parce qu'il y a des... Mais en fin de compte, quand ils font faillite, quand ces marchands marchent pas, on le voit avec ce qui s'est passé aux US finalement, go woke, go broke, ils reviennent, ils font marche arrière, parce que finalement, il faut quand même arriver à amener des spectateurs dans les salles, ou à leur faire lire des livres intéressants, et tu feras pas un best-seller avec des bons sentiments et de la pleurnicherie et de l'inclusivisme en fait. Donc et alors, qu'est-ce que tu penses, peut-être pour reprendre une perspective qui est un peu plus celle de Warren Farrell, qu'est-ce que tu penses du détournement et de l'utilisation des moyens de l'État pour répondre aux impératifs de certains groupes d'intérêt, et en l'occurrence pour répondre aux craintes légitimes ou pas d'ailleurs, on peut quand même aussi se poser la question, tu vois, au bout d'un moment il y a des choses qui ont l'air de relever presque de la paranoïa par certains aspects, mais en tout cas l'État a donné à des groupes de pression féministes un pouvoir qui est énorme, qui est celui de faire la loi et de demander des applications très fortes de certaines possibilités, à la fois en termes de surveillance, de répression, de sanctions. J'ai pas eu le temps de le mentionner, mais par exemple, dans les sanctions qui sont prévues, il faudrait créer une sanction pour un outrage sexiste en ligne. Et donc on enverrait aux gens des amendes par la poste. Enfin, je suis pas sûr d'avoir compris exactement comment c'était censé se mettre en place, mais voilà. Et j'ai l'impression qu'il y a quand même quelque part une sorte de récupération du bras armé de l'État au service d'intérêts de militantes en fait. C'est ça, non mais ça c'est... Oui, j'ai l'impression que de toute façon l'État français en particulier, mais je pense que c'est le cas un peu partout dans ce qu'on appelle l'État providence a été gangréné par beaucoup de lobbies qui utilisent sa force armée et surtout son argent pour s'enrichir déjà d'une part, et en plus pour matraquer les gens qui n'ont rien demandé en fait, et les rééduquer sans cesse en fait. Je pense qu'il y a de ça. Je pense qu'on est dans
le cas de figure d'un des livres, à mon avis, de Sowell qu'on traduira, c'est-à-dire on est vraiment dans le cas de figure de ce qu'il appelle, ce qu'il décrit dans la vision des sachants. Je pense que c'est un livre qu'on fera, The Vision of the Anointed, c'est-à-dire qu'en fait on a vraiment dans le cas de figure de groupements qui prennent le pouvoir sur l'État, qui déclarent qu'il y a une crise et qui décident qu'il y a une crise et qui matraquent qu'il y a une crise pour détourner des fonds et s'enrichir là-dessus. Sowell l'explique très très bien, ce fonctionnement des élites autocomplaisantes qui sont sans cesse toujours en train de manufacturer, de fabriquer des crises pour faire passer à la caisse les contribuables. En fait, on t'explique que c'est extrêmement grave, qu'il faut absolument que l'on prenne des mesures, etc. Parce que voilà, sinon il va y avoir je sais pas quoi. Donc toujours avec cette... En fait, moi, à la base, ce qui se passe, c'est qu'il y a une anthropologie qui est fausse, en fait. En fait, tout simplement, premièrement, on ne considère pas que les gens sont libres et responsables, et il y a cet aspect vraiment de prévention, en fait, qui est totalitaire, en fait. C'est la prévention qui est totalitaire. Moi, il faut arrêter de faire de la prévention, quoi. Faut laisser les gens faire leurs conneries, en fait, en quelque sorte. Faut laisser faire les gens leurs conneries, et ensuite, tu les punis s'ils font des conneries, point. C'est ça, ma vision. Il faut arrêter d'essayer de prévenir que les malheurs arrivent, en fait. Parce que c'est ça qui engendre encore plus de malheurs, en fait. Et moi, et là, on touche un point délicat, c'est les relations hommes-femmes. Moi, ce qui m'effare, c'est que de toute façon, on n'a pas... Il n'y a pas de modèle de ce qui devrait être fonctionnel entre les hommes et les femmes. Parce que c'est là où on avance totalement dans l'obscurité avec ces féministes, en fait. Parce que, par exemple, on va revenir sur... Il y a un point, moi, qui m'a fait tilter, tu me l'as montré tout à l'heure, c'était leur problème avec les coachs en séduction, par exemple. La formule parce que moi je l'ai trouvé complètement folle, la formule. Oui. Brigade de détournement du consentement, c'est ça? Ou de contournement de ce consentement, je crois. Alors oui, ça c'est vraiment... Alors qu'est-ce qu'ils disent à propos de coachs en séduction? C'était que les coachs en séduction n'ont rien à voir avec la séduction, en fait. Ce sont des... Attends, comment il explique ça? Des brigades de contournement du consentement. C'est ça. Non, brigade de harcèlement et de contournement du consentement des femmes. Donc vraiment, ça c'est sorti, on ne sait pas trop de quoi. Ah oui, la spécialiste Stéphanie Lamy. Bon, bon, je me suis abstenu de taper sur elle, la pauvre. Je sais pas, tu la connais plus que ça. Moi je la connaissais pas. Oui, je la connais très bien pour le coup, parce que il y a eu une époque où elle venait de manière assez frénétique rajouter des commentaires sur ma chaîne à chaque fois que je sortais une vidéo, et j'avais fini par m'intéresser un petit peu à son cas. On lui doit, si on doit lui attribuer un quelconque fait de gloire, d'avoir plus ou moins imposé le terme féminicide dans l'espace médiatique, à force de spammer littéralement tous les réseaux sociaux à chaque fois qu'il y avait un meurtre conjugal, d'un titre barré en rouge avec marqué en gros féminicide à la place. Elle a fait partie en tout cas des gens qui ont contribué à ça. Et de ce que je sais, alors je veux pas me lancer dans des polémiques inutiles et absurdes, mais de ce que je sais, il y a des suspicions que ces diplômes soient un petit peu fabriqués. Figure-toi que même on peut pas dire que ce soit vraiment notre séide, mais enfin, même Assermandax s'en est pris à elle, parce que précisément son pédigré d'experte était un petit peu douteux. Et à ma connaissance, moi je me souviens surtout de ça, c'est que juste avant le Covid, etc., ça faisait partie des personnes qui avaient des associations féministes, notamment elle militait pour qu'il y ait un prélèvement obligatoire qui soit fait sur les salaires des pères divorcés à la source avant même qu'ils reçoivent leur paye. Parce qu'elle disait les femmes ne reçoivent pas toujours la pension alimentaire en temps et en heure, c'est pas normal, il faudrait que l'État fasse des prélèvements à la source en plus.
Bon, il semblerait qu'elle ait eu un divorce un peu compliqué. Je veux pas rentrer dans ses problèmes de vie personnelle, mais en tout cas, voilà. On est sur ce pédigré-là. Ah non, mais elle a commis un bouquin qui s'appelle La terreur masculiniste. Rien que ça. La terreur masculiniste, rien que ça. Bon, ok. Non, voilà, donc on n'est pas exactement sur la personne la plus équilibrée d'Internet, mais ça, non, mais bon. Non, en tout cas, on va dire pas la plus nuancée, on va dire. Ok, bon, en tout cas, bon, non, mais attends, donc des brigades de harcèlement. Bon, alors, déjà, ça serait quand même. Enfin, ce qui est fou, c'est que bon, ok. C'est comme s'il n'existait pas des femmes qui aiment être séduites. Bon, comme si la séduction ça n'existait pas. Enfin, il y a zéro nuance en fait là-dessus. Comme si, d'ailleurs, est-ce que c'est pas une bonne chose que des jeunes gens apprennent à être galants, à être, je sais pas, à plaire aux femmes. Enfin, parce que la séduction, c'est quand même encore. Est-ce que c'est pas une bonne chose que quelqu'un essaye de plaire au sexe opposé plutôt qu'il l'agresse? Je sais pas, ça me semblerait la moindre des choses. Ça me semblerait. Est-ce que les coachs, ces coachs-là ne font pas plutôt le travail qu'ils ont que les parents que les pères de ces jeunes gens n'ont pas fait, ou je sais pas, en tout cas que... Non, mais c'est surtout que ce n'est pas... Enfin, en fait, la formule de contournement du consentement n'a littéralement aucun sens. Séduire quelqu'un, c'est précisément s'assurer qu'on obtient son consentement. Qu'est-ce que c'est que tous les échanges de regards amoureux et tout ça, si ce n'est de s'assurer en permanence, à travers le visage un peu scrutonien de l'autre, de son consentement. C'est ça en fait. Quand tu commences à le framer comme étant un contournement, en plus on ne sait pas pourquoi des brigades, pourquoi des brigades en fait, ils opèrent à 15 d'un coup, ils se jettent à 15 sur la pauvre fille qui n'a rien demandé à personne, et ça n'a aucun sens en fait. Et là pour le coup je trouve que c'est paranoïaque en fait. Oui, enfin, en tout cas, non, mais ce qui est comme toujours dans ces genres de problèmes, tu vois, c'est pour ça qu'on avait fait le livre de Scruton, c'est qu'au moins Scruton, tu vois, il donne un modèle de comment ça doit se passer correctement entre un homme et une femme. D'accord? Au moins, il dit, ok, voilà, les choses correctes sont comme ça, la perversion, c'est ça. D'accord? Alors qu'ici, on part pas, c'est pas un déroulement méthodique d'une démonstration, t'expliquer, ok, ça c'est entre les hommes et les femmes, ça c'est des choses acceptables, et ça c'est pas acceptable, tu vois. Donc on sait pas d'où on part. Comment est-ce que les hommes et les femmes s'entendent? Est-ce qu'il y a pas des hommes qui ont besoin des femmes et qui en souffrent? Est-ce qu'il y a pas, enfin, en tout cas, il y a pas un point de départ d'une réalité quelconque en fait. Et bien sûr, bon, ça c'est bon. On a assez insisté là-dessus. Alors, ce qui est fou, c'est aussi que passons en revue. Donc en fait, il y a les coachs en sélection. Après, il y a les mictos. Alors les mictos, ça commence à dater cette histoire, mais les mictos, ça veut dire men going their own way. Donc les hommes qui suivent leur propre voie. Alors là, je n'ai pas très bien compris. Est-ce que toi, tu as très bien compris pourquoi est-ce que ils sont dans ce sac? Parce que justement, en théorie, les mecs, ils vont pas avoir d'interaction avec les... Si on prône de ne pas avoir d'interaction avec les femmes, a fortiori on prône de no contact, ça veut dire no contact, ça veut dire on peut pas leur faire de mal s'il n'y a pas de contact, si je comprends bien. Moi. Toi, tu comprends pourquoi est-ce qu'ils ont mis les mictos là-dedans? Alors en fait, parce que oui, je comprends, parce qu'il te l'explique un tout petit peu plus loin, en te ressortant une formule qu'on a peut-être entendue 1 million de fois aussi. Vraiment, c'est niveau café du commerce. Je voudrais que les gens ne repartent pas de ce podcast en ayant l'impression qu'on a lu un rapport extrêmement rigoureux et académique de 300 pages. C'est vraiment 300 pages de café du commerce. Bon. Et si tu veux, globalement, l'observation est la suivante. Ils disent qu'ils s'intéressent pas trop aux femmes et qu'ils s'intéressent surtout à faire leur carrière et à faire leurs trucs dans leur coin. Mais quand même, et ils voudraient quand même bien donner des contraintes aux femmes. Voilà, c'est littéralement ça l'argument. Donc c'est tout. Il y a pas plus en fait. Et donc non, attends, je vois qu'ils ont mis. Attends, là on est page 61 du rapport. Andrew Tate est mis dans les mictos. Oui, j'ai vu ça aussi. Ouais, ce qui est complètement faux. Mais c'est pas grave.
Là, non, mais ça, c'est factuellement. Ça, c'est factuellement faux pour le coup. Là, factuellement, ça n'a aucun sens. Ça n'a pas de sens. D'accord. Donc. Surtout que le type a passé, pour le coup, des années à justement faire la promotion de demi-mondaine, quoi. Enfin, je veux dire. Il est de proxénétisme quand même. Je pense qu'il a quand même. Il a trempé dans des trucs. On peut pas dire un instant que il s'était détourné des femmes ou je sais pas. Non, rien du tout. Non, bon, ça c'est factuel. Ça donne le sérieux factuel, mais le sérieux factuel de. Bon, alors après, il parle quoi des incels. Alors les incels, bon, ok, ça c'est la communauté effectivement à laquelle a appartenu certains criminels de triste mémoire, notamment Elliot Rodgers et tout. Mais voilà, là je pense qu'il y a une frange. Il y a une frange effectivement, mais très amère, oui, des hommes. Exclus de tout en fait, mais ça est-ce qu'on pourrait pas dire que les incels, tu vois, c'est la même chose que Valérie Solanas, tu vois, c'est les incels, moi j'ai l'impression qu'entre les incels et Valérie Solanas c'est kiff bourricot, c'est la même chose en fait, c'est le même mindset de revanchard exclu qui devient violent en fait, et ça et encore heureux, comme des Valérie Solanas, il n'y en a pas eu beaucoup, des incels, parce qu'il y a toujours un paradoxe, parce que quand les gars ils sont exclus, et qu'ils sont justement relativement faibles, et justement c'est pour ça qu'ils sont exclus, c'est parce que, en fait, pour passer à l'acte, ça demande quand même une certaine discipline, une certaine volonté et tout. Et en fin de compte, si tu as la discipline pour passer à l'acte, autant tu as de la discipline pour t'en sortir de ta merde, en fait. Moi, je pense que, en fait, il faut vraiment avoir un profil bien particulier pour passer à l'acte, parce que je pense qu'il faut être vraiment... il y a quand même une certaine discipline pour mener une action terroriste et violente, en fait. Et donc, si quelqu'un a déjà des compétences pour avoir de la discipline, à moins qu'il soit vraiment extrêmement tordu, il peut se rendre compte qu'il peut utiliser ses compétences, alors pour s'élever dans la hiérarchie et sortir de la merde, en fait. Au lieu d'aller faire des conneries, en fait. Donc moi je crois que les incels vraiment, c'est vraiment, oui, ils existent, mais je pense qu'ils sont vraiment plutôt en train de fermenter entre eux, quoi. Mais plutôt que, parce que à moins d'avoir vraiment un accès très facile à des armes à feu, etc., et qui puissent passer. Parce que tu m'as dit, il y a eu un attentat déjoué, le mec il voulait faire des trucs avec un couteau, je crois. C'est ça, ce que tu as eu. Oui, mais pour être honnête, si tu veux, c'est un attentat déjoué selon la DGSI, donc ouais. Je sais pas très bien quoi en tirer, tu vois. Il avait probablement posté quelque part en se vantant qu'il allait faire quelque chose, et c'est probablement comme ça qu'il a été repéré et appréhendé. Bon, moi j'ai pas d'avis hyper tranché sur est-ce que c'était un mode opératoire qui allait réellement se passer. Enfin, tu vois, je sais pas, on n'a pas les détails de l'affaire du tout. Par contre, ce qui me paraît relativement évident, c'est que effectivement, en termes statistiques, ça n'a rien à voir avec aucun des attentats islamistes, pour le coup, par exemple, qui ont pu exister. Enfin, je veux dire, ce qui s'est passé au Bataclan, c'est à la cadence où on va, c'est à peu près 3 siècles d'attaques incel, par exemple. Ça n'a aucun sens de vouloir faire des comptabilités comme ça, mais juste pour essayer de remettre un tout petit peu de sérieux et d'approche factuelle. D'ailleurs, j'en profite parce que c'est quelque chose aussi que j'ai trouvé amusant, entre guillemets, dans ce rapport. Figure-toi que nos braves rapporteurs, rapporteureux, comme on dit, ont fait un déplacement sur le terrain pour mieux cerner leur objet d'étude. Et le meilleur déplacement sur le terrain qu'elles ont pu faire pour voir les dangers apparemment extrêmement visibles du masculinisme en France, a consisté à prendre un avion
pendant une dizaine d'heures pour se rendre à Montréal pour aller sur la plaque de commémoration d'une attaque qu'il y avait eu à l'école polytechnique en 1989, si je dis pas de bêtises. Et donc elles se sont dit 36-37 ans après que c'était le moment ou jamais d'aller sur le terrain pour voir le danger pressant qui nous menaçait là tout de suite aujourd'hui en France. Voilà. Je trouve que ça en dit assez long en fait, c'est à dire que concrètement c'est un peu le truc, tu te dis mais est-ce que c'est pas des gens qui se cherchent des fantômes enfin, je veux dire, si le truc était si visible que ça, il n'y aurait pas besoin de prendre un avion pour aller faire 10 heures de vol, pour aller chercher une plaque d'un truc qui s'est passé il y a 40 ans. Tu l'aurais sous les yeux, il y aurait des faits divers, il y aurait des trucs terribles là tout de suite. Et je pense que c'est pour ça aussi que moi j'en suis arrivé à la conclusion que ça n'a rien à voir en fait avec l'objet d'étude qui est annoncé, et que toute cette espèce de broderie et de ces amalgames qui sont faits pour attirer un coup des chrétiens, un coup des libéraux, un coup des coachs, un coup du développement personnel, un coup plein d'autres choses, en fait c'était juste pour créer vraiment la formule attrape-tout qui permettait de mettre en un claquement de doigts n'importe qui à l'index, avec les conséquences qu'on a évoquées, de la surveillance. Il y a aussi beaucoup un travail sur la démonétisation. Il y a un gros appel du pied pour inclure ça dans les choses démonétisées par les algorithmes, par les plateformes en ligne, par le DSA au niveau européen, etc. Et peut-être quelque chose, moi, qui m'a un peu glacé le sang, pour être honnête, c'est le glissement, encore une fois, avec cette théorie du continuum, d'infractions qui sont caractérisées à ce que moi j'appellerais des infractions d'atmosphère. C'est-à-dire que... Oui, vas-y, lis le paragraphe là, oui. Ouais, je crois que c'est important quand même de signaler ça aux gens, tu vois, parce que... Donc il y a un passage qui une intervenante, une certaine Alexandra Mariscal Lopez, qui dit... Un grand nombre de contenus ne franchissent pas, lorsqu'ils sont implicites, le seuil de l'illicéité. Cela ne signifie pas qu'ils soient dénués d'impact ou de risque pour les utilisateurs qui y sont exposés, en particulier pour les plus jeunes. L'enjeu n'est donc plus uniquement celui du retrait d'un contenu manifestement illicite, mais celui de l'identification de risques systémiques générés par certains services numériques. Et donc moi, ce que je vois là, c'est qu'il y a un glissement vers une autre logique. C'est-à-dire que en droit français habituel, tu as commis un acte, on peut voir un acte, et ben on te juge à l'acte que tu as commis. Si tu es allé casser la figure à ton voisin, on voit que ton voisin a des points de suture et le visage en sang, on sait que tu as fait quelque chose de pas bien, on peut le prouver d'une manière ou d'une autre, ouais. Et donc tu en subis des conséquences. Dans le monde de la parole, de la même manière, a priori, si tu as dit quelque chose qui conduit à des actes répréhensibles, on peut considérer que tu as une certaine responsabilité. Typiquement, si tu as fait une incitation à un acte violent. Oui, mais là où je veux intervenir, c'est que là justement, j'ai étudié ce dossier où, à un moment donné, où je me suis penché sur un livre que je vous conseille à tous de lire qui s'appelle L'effondrement intellectuel de la France de Philippe Nemo, où il parle vraiment de ça. L'incitation à la haine, normalement en droit, pour que ce machin-là puisse être condamnable, il faut vraiment faire un lien entre des paroles et des actes. Il faut prouver qu'en fait, tes contenus ont déclenché quelque chose. C'est pas possible juste sur la base des contenus, justement. Parce qu'en fait, le problème est là, c'est que tu ne... on ne sait pas quel problème, c'est justement la réalité, et la réalité elle est là. C'est que les gens, c'est pas parce qu'ils lisent un truc ou ils écoutent un truc qui sont des automates et qui vont faire quelque chose, en fait. Merde, alors. Moi, je veux dire une banalité. On peut lire du SAD et ça va, et trouver ça dégueulasse et trouver ça répugnant. Enfin, c'est pas... Mais on peut continuer à lire du SAD, par exemple. Mais ça a pas de... Tu vois, c'est ce que je trouve absolument hallucinant, c'est cet aspect. Ben non, il n'y a pas de... Les individus n'ont pas de filtre. Les individus n'ont pas de recul. Il y a un contenu, ça déclenche chez eux quelque chose. Non, en droit, quand on est dans un pays de droit normal, l'incitation à la haine,
par exemple, tu dois prouver que des mots écrits ou prononcés ont causé des actes répréhensibles. Mais ça, normalement, c'est comme ça. Philippe Nemo, il explique que justement, on a outrepassé cette limite et que maintenant, on fait des procès uniquement sur la base des propos, sans se donner la peine de prouver que les propos aient causé quoi que ce soit, en fait. Donc on est véritablement dans des délits d'opinion, en fait. On a instauré des délits d'opinion sur la base d'un glissement d'interprétation de la loi sur la calomnie et sur l'incitation à la haine, parce qu'on s'est plus donné la peine de prouver qu'il y a eu un lien entre les propos et des actes. D'accord. Et donc, voilà. Et maintenant, on a instauré des délits d'opinion, point barre. Il y a des délits d'opinion. Et c'est ce qu'essaye de faire donc ce rapport, d'instaurer de nouveaux délits d'opinion. Et c'est même pas des délits d'opinion, c'est des trucs qu'on pourra insinuer que vous avez peut-être insinué, peut-être que vos intentions étaient illicites, mais quand même, même si vous n'avez pas franchi la ligne, on considère que vous avez franchi la ligne, parce que c'est ce que tu viens de nous dire en fait. Bah oui, c'est ça. Et en fait, on considère que le simple fait que ça ait participé de quelque chose qui contribue à un risque systémique. Alors, va mesurer d'ailleurs ce risque systémique de manière juridique. Moi, je suis pas sûr que ce soit si évident, mais enfin voilà. Mais je pense alors en partie que ça vise à élargir le périmètre, tu sais, typiquement dans les affaires de cyberharcèlement, quand il y a des gens qui se plaignent qu'ils ont reçu beaucoup de commentaires négatifs, par exemple. Je présume que ça fait partie des moyens d'impliquer dans la liste des accusés des tas de gens qui sinon seraient un peu passés entre les mailles du filet. Parce qu'actuellement, ce qui se passe, c'est que quand tu as par exemple des streameuses de jeux vidéo qui se plaignent qu'elles reçoivent beaucoup de critiques et que c'est du cyberharcèlement, etc., en fait, les seules personnes qui sont réellement mises en examen, si jamais il s'est vraiment passé quelque chose, c'est des gens qui sont revenus plusieurs fois avec des menaces très explicites, des choses très graves, etc. Bon, mais sinon, l'immense majorité des commentaires négatifs passe à la trappe en fait. Juridiquement, tu peux pas considérer que le type qui dit ta nouvelle coupe de cheveux te va pas, c'est idiot ce que tu racontes, tu vas pas le mettre en prison pour ça, tu vois. Bon. Et j'ai l'impression que c'est là où cette espèce de logique renverse ce paradigme, c'est que en créant une sorte de délit d'atmosphère, y a une atmosphère générale qui est sexiste, et donc si tu y as pris part, c'est peut-être que en fait tu avais toi-même des mauvaises intentions et que tu étais une mauvaise personne, etc. Et ça, je trouve ça très très dangereux, hein, parce que si tu crées ça pour ce sujet-là, tu peux imaginer qu'à peu près n'importe quoi peut donner lieu ensuite à des intentions, et on a des impressions que tu avais une mauvaise intention et des choses comme ça en fait. On échappe complètement au système habituel. C'est comme ça que fonctionnait la censure dans le système soviétique en fait. On essayait le rôle du censeur, c'est d'interpréter toujours en clé imbécile les écrits, notamment les écrits des romanciers, pour essayer de voir en quelle mesure ils avaient des intentions qui auraient pu être comprises par les gens, et dans un sens anti-système en fait. Donc là, c'est un peu pareil. Mais en tout cas, je ne sais pas si ça va être forcément suivi des faits. Bon, c'est un rapport. Alors, ce qui est quand même très très, je trouve vraiment consternant, c'est qu'il n'y a absolument aucune, il n'y a aucune place, par exemple, pour quelqu'un comme Farrell, justement. Il ne donne à aucun moment l'idée que peut-être que la question a été traitée par des gens sérieux. C'est la question, c'est-à-dire un éventuel malaise masculin spécifique a peut-être quelque chose de sérieux et a été traité sérieusement par des auteurs depuis des années. Donc il n'y a jamais cette option-là n'existe pas en fait. Il n'y a pas de légitimité à postuler qu'il existe un quelconque mal-être spécifiquement masculin. Ça, cette option-là n'est pas sur la table. Tout est absolument
faux, d'accord. Il n'y a pas de mal-être masculin. D'ailleurs, ça, s'il y avait un petit peu de psychologie, on saurait que s'il y a des hommes qui souffrent, et en plus on leur dit que de toute façon tout ça n'est qu'une invention et que ce n'est pas vrai, ça c'est ce genre de choses qui peut leur permettre, qui leur peut faire péter des plombs parce que justement on leur dénie leur souffrance. En fait, mais bon, c'est voilà, mais c'est quand même la marque d'un militantisme vraiment totalement déséquilibré. Il n'y a rien de scientifique, il n'y a absolument rien de nuancé, en fait. C'est ça qui... Il n'y a que du cherry picking. Enfin, moi, ils ont pris que des références qui vont dans leur sens, en fait. C'est ça qui est... Oui, bien sûr. Tous ceux qui citent ne sont que des associations féministes ou des auteurs féministes qui pondent des rapports qui vont dans le même sens, en fait. Il y a absolument pas de... Il n'y a absolument aucune discussion, en fait. Même moi, j'ai été très fasciné de voir à quel point il y avait assez peu, en réalité, de sciences dures qui étaient impliquées dans cette discussion, tu vois. C'est-à-dire que on parlait un peu plus tôt de Farrell qui faisait des statistiques et des données chiffrées et tout. Là, par exemple, une grande partie de la caution intellectuelle qui est utilisée ici, c'est une certaine Christine Barr, qui est une historienne qui donne des cours à l'université de Lille 3, si j'ai bien compris. Bon, elle nous fait de l'analyse historique. Ah oui, le mot masculinisme, il vient de là, ça dit ça, etc. Mais pour être tout à fait honnête, ça n'éclaire pas beaucoup le sujet non plus, en fait. Parce que ok, on a fait l'étymologie, c'est sympathique. Moi, je suis le premier à trouver ça très sympa, les étymologies. Mais en réalité, qu'est-ce que ça apporte dans la discussion ? Enfin, je veux dire, si à la fin, tu es obligé d'inventer des concepts comme le bar à salade idéologique ou bien la Macédoine idéologique pour réussir à justifier que, en fait, le concept que tu as puissamment défini couvre des réalités tellement différentes que tu n'arrives même pas à les mettre d'accord entre elles, c'est que ton analyse historique apporte pas tant que ça, en fait. Bon, enfin... Je présume que dire ça, c'est déjà à la frontière du délit d'atmosphère qu'on a évoqué juste avant. Moi, ce que je retiens vraiment, c'est qu'à la fois, c'est paresseux, c'est assez médiocre, pour être franc. C'est pas complètement original non plus, parce que pour en avoir lu un certain nombre, j'ai vraiment eu l'impression que c'était des ressucés de choses déjà écrites. Je pense que c'est révélateur d'une certaine pensée un petit peu de... Oui, peut-être aussi, alors j'en ai pas parlé non plus sur X, mais il se trouve que sur les 3 rapporteurs, il y en a quand même 2 qui sont visiblement assez proches de loges maçonniques féminines, notamment Laurence Rossignol qui est proche de la GLFF, et aussi j'ai oublié son nom de famille, je crois Richard, qui il me semble fait partie, ou en tout cas a été invité au Grand Orient de France. Bon, on n'est pas complètement dépaysé, tu vois. Moi j'avais fait une petite enquête à une époque sur ce qui se passait dans les loges féminines et tout ça. C'est totalement raccord avec cette espèce de pensée des loges féminines. Il n'y a pas vraiment de grande surprise de ce côté-là. Donc, bon, c'est, je pense, toujours un petit peu cette logique d'utiliser la puissance de l'État pour faire triompher une certaine vision qui est supposée et postulée progressiste contre les obscurantismes, les réactionnaires, les anti-progrès, et en l'occurrence, en définitive, ce qu'on appelle l'intersectionnalité des haines et l'international réactionnaire, parce qu'il y a aussi une petite partie qui consiste à taper sur le fait que Trump, Milei, ah oui, c'est etc. peut-être Milei. Ah oui, il y a Milei aussi. Ah oui, parce qu'il a mis fin au ministère de l'égalité des chances en Argentine, quoi. Il a dit que ça faisait partie des ministères à fuera. C'est pour ça, je crois qu'il lui a... Donc voilà, globalement, même les gens qui pensent, qui ne sont pas concernés par ce genre de rapport, parce qu'ils se sentent pas spécialement masculinistes, qui
se revendiquent pas masculinistes. En fait, c'est juste que vous n'avez pas compris que ce terme allait être utilisé à un moment ou à un autre uniquement pour vous faire taire en fonction de vos opinions, et qu'on trouvera toujours un moyen de vous inclure là-dedans. Et je me demande même presque par certains aspects si c'est pas la nouvelle manière de dire facho en 2026 en fait, tu sais, ou en tout cas c'est un peu ça l'ambition que ça essaye d'avoir. Donc bon, voilà. Bah écoute, je sais pas si toi ça t'a inspiré des réflexions plus puissantes. Non mais espérons que ça non mais enfin c'est un rapport, enfin que de toute façon. C'est un rapport, j'espère qu'il ne deviendra jamais des lois particulières, mais bon, enfin, c'est encore, ça montre bien le degré de mépris dans lequel certaines élites autoproclamées tiennent l'homme moyen, quoi, l'homme et la femme moyenne aussi d'ailleurs, parce que c'est un mépris forcément symétrique, parce que quand on considère que voilà aussi les femmes forcément elles pourraient pas se défendre si quelqu'un vient le séduire, parce que voilà elle sait pas si quand elle donne son consentement, elle sait pas gérer son consentement, moi je crois. Non, voilà, elle sait pas si elle n'a pas eu la bonne formation, elle ne sait pas gérer son consentement. Donc voilà, tout ça, moi ce qui me débecte, c'est l'immense mépris pour l'homme ordinaire en fait que tout cela transpire, mais bon. Et bon, et ça fait partie des choses que je combats farouchement, en tout cas avec les livres que nous faisons chez Carmin. Écoute, je pense que c'est le moment de mettre un point provisoire, un point virgule, de dire qu'on va prendre quelques vacances, tu veux dire? C'est ça, on va prendre un peu de vacances, enfin des vacances extrêmement studieuses si je puis dire, c'est pas des vacances en tout cas du podcast, parce que on va travailler sur les livres qu'on vous a promis, et des nouveaux, et je vous assure qu'on a des bombinettes là qui sont en préparation, notamment des Sowell, mais pas que. Donc beaucoup de travail. Donc désolé pour le report un peu de la sortie des Becker, mais on veut aussi éviter le creux du mois d'août. Il y a aussi des problèmes avec notre imprimeur, en fait, à vrai dire. Bon, ça nous a décalé un petit peu, mais voilà, l'un dans l'autre. On a pris cette option de vous envoyer plutôt les livres en début septembre. Voilà, et fin septembre, voilà, c'est en septembre que seront les sorties les plus importantes dont le Farel, qu'on espère finir pour fin septembre, mi-octobre. Voilà. Donc, écoutez, bon été. Nous, on se retrouve à la rentrée de septembre. On mettra des posts. Et puis, d'ici là, j'espère que vous avez fini le désir sexuel de Scruton, parce que vous allez avoir une interro surprise à la rentrée. Enfin bon, je rigole. Mais en tout cas, passez un bel été en compagnie de nos ouvrages. Et revenez avec des forces nouvelles. Merci, bonnes vacances et bon été à tous. Et on se retrouve très bientôt, soit sur ma chaîne principale, soit effectivement sur des podcasts. Mais ce sera plutôt en septembre pour les podcasts.